Il y a surtout au départ des objectifs qui sont annoncés, des objectifs de clarification, de rationalisation des compétences. On nous annonce qu'on va notamment doter les départements et les régions de compétences exclusives pour éviter les doublons de subventions, en termes de financement croisé, en termes d'interventions multiples des collectivités et de cette forme de millefeuille qui finit par faire qu'il n'y a plus de lisibilité dans l'action publique, en tout cas des collectivités territoriales. Donc on nous annonce ces objectifs-là et puis on se rend compte au final que certes, une partie du chemin sans doute est accomplie, mais qu'il y a aussi beaucoup de contradictions dans le texte. D'ailleurs, à la décharge du gouvernement, c'est plus la conséquence des débats au Parlement et notamment des contradictions exprimées entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'au final, on a un texte, même si celui-ci n'est pas définitif, puisque nous ne connaissons pas encore la version définitive de la réforme tant que notamment la commission mixte paritaire ne sera pas prononcée, mais on a un texte effectivement qui manque de cohérence par rapport aux objectifs initiaux, même si certaines avancées ont lieu et c'est tout de même positif en certains points, notamment pour l'intercommunalité. S'agissant des avancées, bien sûr, il y en a. Et alors sur le terrain de l'intercommunalité en particulier, on a un pays aujourd'hui qui n'est pas encore totalement couvert au niveau de sa carte intercommunale par des structures permettant de rationaliser les compétences. Et on va mettre un terme à tout ce qui peut exister en termes de communes isolées, à tout ce qui peut aussi parfois être générateur d'enclavement dans certaines intercommunalités. Et surtout, la réforme ambitionne de doter les préfets de moyens très importants pour à travers une nouvelle carte intercommunale, supprimer un certain nombre de structures qui aujourd'hui font doublon. Des syndicats mixtes, des syndicats de communes qui ont été maintenus alors qu'ils existent depuis très longtemps et qui n'ont peut-être plus de pertinence aujourd'hui au regard de la structure intercommunale nouvelle. Et donc, de ce point de vue, on peut espérer des économies au final grâce à une rationalisation de la carte intercommunale. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de craintes qui se sont exprimées. C'est vrai aussi que les élus ne seront pas non plus écartés de la réforme intercommunale, car les préfets devront tenir compte de la position exprimée notamment par les commissions départementales de coopération intercommunale, les CDCI, qui vont d'ailleurs évoluer dans leur forme, notamment dans la représentation des intercommunalités, qui sera plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis surtout, les CDCI pourront, encore faut-il qu'elles parviennent certes à exprimer une majorité en leur sein suffisante, une majorité des 2/3 de leurs membres, pour éventuellement infléchir les positions exprimées par le représentant de l'État, puisque les CDCI pourront imposer des projets alternatifs aux préfets si jamais elles parviennent donc à réunir cette majorité des 2/3. Donc, c'est avant tout une démarche de concertation avec les élus locaux. Les relations avec l'État, entre l'État et les collectivités territoriales en seront sans doute profondément affectées parce qu'il va y avoir un échange, il va y avoir des discussions, mais à la fin, les élus locaux pourront, s'ils sont suffisamment puissants et qu'ils arrivent à faire émerger un consensus entre eux, ils pourront imposer leur vue aux représentants de l'État. Les désaccords, vous savez, ils sont réels entre l'Assemblée nationale et le Sénat. En réalité, surtout entre le gouvernement, dont l'Assemblée nationale est le relais en quelque sorte, et le Sénat. Ça tient au fait que les sénateurs, ils sont les représentants des collectivités territoriales et évidemment, ils expriment parfois les craintes des élus locaux quant à l'évolution, notamment des compétences des départements et des régions, car c'est l'un des sujets qui crée le plus de tensions. Et on peut comprendre d'une certaine manière cette inquiétude, en particulier quand on sait que parallèlement à cette réforme a eu lieu la très importante réforme fiscale qui modifie considérablement les ressources des départements et des régions, qui les prive de leviers réels, notamment dans la fixation des taux, je pense spécialement aux régions. Et on peut comprendre du coup que des élus auxquels on cherche à imposer des règles très rigides en termes de compétences, le prennent mal si par ailleurs on les prive des ressources nécessaires. Et donc je crois que c'est surtout la rencontre de ces deux enjeux, l'enjeu de la compétence, l'enjeu de la ressource, qui crée la tension maximale à laquelle on assiste aujourd'hui. Je pense qu'il était nécessaire de les mener, ces deux réformes, en parallèle. Or, précisément, ce n'est pas ce qui a été fait. On a d'abord procédé à une réforme fiscale. C'est la réforme dite de la taxe professionnelle qui a profondément fait évoluer les ressources des collectivités et on l'a fait avant
de s'intéresser à la réforme territoriale proprement dite. Il aurait été mieux, c'est certain, de mener les deux de front et d'apporter un certain nombre de garanties aux collectivités territoriales s'agissant de leurs ressources, pour qu'elles soient peut-être un peu plus sereines pour ensuite échanger et faire évoluer les choses sur le terrain de leurs compétences. Je n'en ai pas grande idée en réalité, car on sait que la commission mixte paritaire va essayer de trouver un terrain d'entente. C'est son objectif, hein, c'est de faire en sorte qu'un texte consensuel puisse sortir de ces débats, qu'il puisse être adopté par chacune des deux chambres. Est-ce que je peux donner un pronostic? Ça m'est très délicat pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, au-delà de toutes les considérations dont on parle en ce moment, qui sont des considérations juridiques, techniques, il y a aussi des enjeux politiques et qui tiennent notamment à la composition de cette commission mixte paritaire qui est composée de 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, dont précisément un quasi-équilibre entre l'opposition et la majorité parlementaire. Tout risque de se jouer à une ou deux voix et donc tout pronostic est forcément très hasardeux. Donc je ne m'y risquerai pas. S'il y a une troisième lecture, indépendamment d'un accord donc, devant la commission mixte paritaire, je pense que le débat est loin d'être fini et que surtout on ne sait pas quelle en sera l'issue. Il n'est pas du tout évident que le projet aboutisse et se finalise. On peut même craindre que la réforme territoriale échoue. C'est encore quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Et ce serait vraiment dommageable car même si je disais tout à l'heure qu'en certains aspects la réforme présente des imperfections, elle permet quand même de réelles avancées, en particulier sur la question de l'intercommunalité. Et ce serait dommage qu'au regard des quelques divergences qui peuvent exister, on compromette l'ensemble de la réforme uniquement pour cette raison.